Bonjour et bienvenue à l'émission Zoom Appalaches. En ce mois de février, c'est bien sûr le temps des REER, donc il me fait plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui M. Ghislain Paquet de la Caisse populaire. Alors bonjour, Ghislain. Bonjour, Écoute, je vais commencer par te dire que j'ai besoin d'un cours REER pour les nuls. OK? Moi, je ne me suis jamais occupée de placement chez moi. Mon mari s'est toujours occupé de ça. Donc, je pense que vous êtes la bonne personne pour me démêler. Je vais être là pour t'aider. Alors, c'est quoi un REER? OK. On va commencer par ça. Première des choses, le REER, c'est le régime d'épargne revenu de retraite. Donc, on est là, en réalité, dans le REER pour accumuler des sommes au point de vue de la retraite. L'avantage du REER, c'est de mettre à l'abri de l'impôt les sommes qu'on va y cotiser pour, en même temps, diminuer le revenu au niveau de ce qu'on aura payé quand on fait le rapport d'impôt. OK. Donc là, je prends de l'argent, je la mets en quelque part, je ne paye pas d'impôt là-dessus, cet argent-là est mis de côté pour ma retraite. C'est ça. Elle est mis de côté pour ta retraite et en même temps, il te fait économiser au point de vue de l'impôt. Bon. OK, c'est intéressant. Alors, qui peut contribuer à ça, un REER? Bon. Au niveau de la contribution du REER, toi, tu peux y contribuer, ton conjoint peut y contribuer et en même temps, ton conjoint peut contribuer à ton REER à toi, comme toi, tu peux contribuer à son REER à lui. OK. Ah, ça, c'est encore plus intéressant. Donc, je peux lui demander, OK, bon, j'aime ça. Ça peut se faire comme ça. Oui, tantôt, je t'expliquerai pourquoi on peut le faire au conjoint ou pas. OK. Est-ce qu'on peut placer des REER pour des enfants? Parce que, je veux dire, c'est un petit peu la question que je me demande. À quel âge on peut commencer à cotiser un REER? Est-ce qu'on peut cotiser à des REER pour nos enfants? Bien, pour les gens, quand est-ce qu'il faut contribuer ou pas, il faut avoir premièrement un revenu gagné. OK. Donc, ce qui veut dire quelqu'un qui va avoir, exemple, un revenu de travail, un revenu locatif, peut contribuer au REER. Suite à ça, est-ce que je peux contribuer à mon enfant? Non, pas en tant que tel. Parce qu'il faut avoir, comme je disais tantôt, un revenu pour pouvoir mettre des sous dans son REER. Bon. Et en travaillant, ces montants-là de revenus vont s'accumuler, mais en même temps, vont me donner des possibilités de prendre du REER. Parce qu'en réalité, je peux cotiser 18 de mon salaire. Bon, OK. Donc, 18 du salaire annuel qu'on peut cotiser en REER. C'est ça. Donc, admettons, un jeune qui commence à travailler à 16 ans, admettons, puis qui gagne, je ne sais pas, 10 000 dans son année, peut cotiser à un REER de 1 800 Exactement. Par contre, dans son cas à lui, au niveau du jeune homme ou de la jeune fille, le désavantage qu'il aurait à cotiser son 1 800, c'est que son 10 000, il n'est pas imposable. Parce que le premier 11 000 que tout le monde gagne, personne ne paye d'impôt dessus. C'est à titre d'exemple. Non, mais c'est une bonne idée. Donc, en bas de 11 000 ça ne vaut pas vraiment la peine d'investir dans des REER. On est mieux de cumuler ce REER-là et d'atteindre, lorsqu'on va avoir des revenus plus élevés, de s'en servir à ce moment-là. OK. Puis, question d'âge, tu sais, on a des auditeurs qui sont peut-être un peu plus âgés. Quand on arrive vers la cinquantaine, vers la fin de notre vie active, ça vaut-tu encore la peine d'investir dans des REER? OK. Ça vaut toujours la peine. On peut cotiser même jusqu'à l'âge de 71 ans dans le REER. Donc, pour l'âge minimal, il n'y en a pas dès qu'on a un revenu. Par contre, pour l'âge maximal, c'est 71 ans. Donc, au niveau de la question que tu me posais, est-ce qu'à ce moment-là, quelqu'un de 50 ans doit cotiser? Oui, parce que normalement, c'est là qu'il va être dans son salaire le plus élevé de sa vie active. Okay. Donc, c'est là qu'il est le plus important de prendre dans son REER un montant, de l'accumuler dans son REER, mais de sauver l'impôt. Parce que le but du REER, c'est vraiment de reporter à plus tard l'impôt que j'ai à payer aujourd'hui. Là, ça me pose un petit problème, ça, mais je vais écouter votre exemple. Okay. Oui. L'exemple, aujourd'hui, je gagne 20 000, j'ai une imposition qui est beaucoup moins forte. D'accord. Quand j'ai 50 ans, exemple, j'en gagne 50 000. Bon, là, mon imposition est à 38 au lieu de 28 à 20 000. Okay. D'où l'importance de prendre mon REER, parce que je vais économiser un 10 de différence de plus quand j'ai 50 que quand j'en ai 20 000. Mais à ce moment-là, quand on retire le REER, on doit payer de l'impôt sur ces sommes qu'on retire? Oui, comme je le disais tantôt, on va reporter l'impôt à plus tard, sauf que si je gagne 50 000 aujourd'hui, c'est plus avantageux pour moi, parce qu'on dit normalement 70 de mon salaire à la retraite, ça va être suffisant. Donc, quelqu'un de 50 000, 35 000. À 35 000, il va être imposé à 28 quand il va sortir son REER versus l'imposition de 38,4 qu'il y avait à 50 000. Ah, OK. D'où l'avantage de dire, bien, quand je gagne plus cher, je peux prendre plus de REER, toujours si j'en ai la capacité, bien sûr.
Mais quand je gagne moins cher, bien, il faut regarder vraiment c'est quoi l'importance pour prendre du REER. OK, parce qu'on sait très bien que les revenus de placement, là, ces années-ci, ça ne vaut pas grand-chose. Puis je me disais, bien, placer un REER, espérer faire des économies ou de gagner de l'argent, les revenus de placement sont tellement faibles que ce n'est pas vraiment là qu'est l'avantage. C'est vraiment plus à la toute fin, quand on retire nos REER, on va retirer moins que ce qu'on gagnait dans nos plus grosses années de salaire, donc on va économiser un petit peu d'impôts parce que les REER, on n'a pas à les retirer tous en même temps. Non, exactement. Okay. Donc, vraiment, le grand avantage du REER premier, c'est de pouvoir cotiser et de réduire son impôt immédiatement. Oui. Ça, c'est le premier avantage. Oui. OK? Donc, le deuxième avantage, c'est d'être capable d'en cumuler le plus possible d'ici à la retraite. Oui. Puis ensuite de ça, de le retirer, mais graduellement, avec des montants moindres que si on avait eu notre 50 000 exactement, d'un coup. À payer. OK. Alors, comme vous m'avez dit, donc l'âge minimal, c'est dans le fond, c'est à partir du moment où on a un revenu. Oui. Puis l'âge limite est à 71 ans. C'est ça. Ça, c'est une question curieuse. Là. Y a-t-il une raison pour laquelle c'est 71 ans? Bien, avant ça, si on recule à quelques années, c'était 69 ans que le gouvernement avait fixé. Puis là, le gouvernement a décidé de fixer ça à 71 pour que les gens puissent retirer moins rapidement leur REER et ainsi bien, avoir un montant plus élevé plus tard. Cette année, l'année passée, en réalité, en 2015, le montant qui était obligatoire à 71 ans était 7,38 %. Okay. Là, maintenant, cette année, en 2016, c'est 5,28 % obligatoire comme minimum. Autrement dit, si moi j'ai... Du montant total des REER. Exact. J'ai 71 ans aujourd'hui, exemple. J'ai 100 000 d'accumuler dans mon fer, parce que là, je suis obligé de le mettre en fer. Et là, je suis obligé de sortir 5 280 de mon 100 000 cette année. Okay. L'année passée, si j'avais la même somme et j'avais 71 ans, il aurait fallu que je sorte, à ce moment-là, le 7 280 par année. Puis là, vous avez dit fer. Le FER, c'est le Fonds enregistré de revenus de retraite. Donc lorsque j'ai un REER, pendant mon accumulation, je vais augmenter mon montant de REER. Okay. Lorsque j'arrive à ma retraite, que ce soit 55, 60 ou 65, je vais transformer mon REER en FER pour pouvoir me donner soit une rente mensuelle, semestrielle, annuelle. Ça, c'est nous qui décidons, la personne. Moi, en tant que planificateur financier, je rencontre la personne et je lui demande c'est quoi ton besoin de revenus. OK. Mais là, ça m'amène à vous poser une autre question parce que, voyez-vous, nous, on a investi dans un fonds universitaire pour ma fille. Et nous, on nous a dit que si elle n'utilisait pas tout ce montant-là, quand elle terminerait ses études, ces argents-là pourraient être investis dans un REER. Exactement. Pour l'information des gens qui écoutent, l'universitaire, c'est un régime d'épargne-études. C'est exactement là. Exact. Donc, le régime d'épargne-études, si l'enfant ne va pas aux études, là, à ce moment-là, le souscripteur, qui normalement est le parent, ça pourrait être un grand-parent aussi, mais normalement, c'est le parent, va se donner l'avantage que si l'enfant va pas aux études, il va perdre la subvention. Oui. Mais par contre, les intérêts pour ne pas les perdre ou les revenus qu'on a fait au niveau du placement, là, on peut les transférer dans le REER avec le montant qu'on a acquis aussi. Mais le REER à notre enfant, pas à nous-mêmes? Non, le REER à nous-mêmes. À nous-mêmes? À nous-mêmes, au souscripteur, et non pas à l'enfant. D'accord. L'enfant, pour vraiment se prévaloir de la somme du régime d'épargne-études, il doit aller aux études. Exactement. Il n'y a pas le choix. Ah bon, OK. Donc, on passe du fonds d'épargne-études au REER et au FER. Oui, c'est ça, exactement. Okay, et ça, le régime d'épargne-études, la plupart du temps, les enfants vont s'en servir pour les études. Ben oui, c'est ça l'objectif. Hein? Mais si jamais il advenait le cas où est-ce qu'il n'y a pas... Parce que ton régime d'épargne-études, tu peux le transférer à un autre enfant aussi. Oui. Sauf certains régimes d'épargne-études qui ne sont pas comme ça, mais la plupart, ils sont de cette façon-là que tu peux transférer à un autre enfant. Oui. OK. Là, vous l'avez mentionné, je pense tout à l'heure, un montant maximal annuel qu'on peut cotiser, c'est... Okay. C'est 18 du revenu gagné, mais vraiment le maximum par année actuellement pour, si, exemple, on donne l'année 2014, c'est 24 930. Ça, c'est le montant maximum que tout le monde ne peut pas mettre plus que ça, à moins d'avoir des droits inutilisés. À moins d'avoir des droits inutilisés en REER. Ça veut dire qu'il y a des années
précédentes où on n'aurait pas cotisé au maximum. C'est ça. Depuis 1991, le gouvernement fait cumuler les REER qu'on ne se sert pas et il les met sur votre avis de cotisation lorsque vous recevez votre fédéral. C'est indiqué le montant dans le bas de l'avis de cotisation du montant que vous avez le droit de cotiser dans votre REER et que vous n'avez pas pris dans le passé. Donc, 18 de notre salaire. Ça, c'est 18 du salaire, c'est le montant annuel. Par contre, si, exemple, je vais donner un exemple, que quelqu'un aurait toujours 9 000 par année de cumulé dans son REER, mais qu'il en prend juste 3, oui. Bien là, à ce moment-là, le 6 000 de différence, lui, s'accumule. 6 000, 12 000, 18 000, ainsi de suite. Fait que quelqu'un pourrait dire, bien moi, je vais laisser cumuler mon montant. Et exemple, lorsque je vais avoir 70 000 de revenus dans l'année, exemple, 2015, 2020, peu importe l'année, là, je vais appliquer un plus gros montant. Donc, il irait chercher ses droits inutilisés pour réduire cet impôt-là. Ouais. Ou des fois, les gens vont s'en servir à la vente d'une maison. De revenus, exemple. Là, il va avoir un gain de capital, exemple 50 000. Ils ne veulent pas payer trop d'impôts. Là, ils vont se servir des droits inutilisés pour abaisser le gain de capital. Et peu importe les droits inutilisés, le maximum qu'on peut cotiser, c'est 24 930. C'est 24 000 plus les droits inutilisés que j'ai accumulés. Mais quand on calcule 24 930 à 18 c'est des gens qui gagnent des très, très bons salaires. C'est des très bons salaires, effectivement. C'est ça, parce que ça ne doit pas être légion dans la région ici que des gens cotisent. Non, c'est ça. C'est des gens qui ont des bons salaires. Est-ce que, généralement, les gens qui utilisent le système, là, je ne sais pas comment appeler ça, est-ce que, généralement, les gens ont tendance à essayer le plus possible d'aller chercher le 18 du salaire annuel à chaque année ou c'est sûr que ça dépend du revenu. On donne l'exemple de tantôt, 100 000, exemple, 18 fait 18 000. Oui. Donc, c'est quelqu'un qui gagne plus que 100 000. D'accord. OK? C'est sûr que la personne qui gagne, exemple, 125 000 par année va essayer de cotiser au maximum. Parce qu'elle veut payer, son imposition est à 50 Oui, OK. Donc, elle veut payer le moins cher possible. D'accord. C'est quand on parle d'imposition à 50 bien sûr, ça ne veut pas dire que si j'ai 100 000, je paye 50 000 d'impôts. Parce que j'ai quand même d'autres déductions qui viennent, la régie des rentes, le chômage, et ainsi de suite. Oui. Donc, c'est un barème qui est donné selon le revenu imposable. Là. Mais, selon vous, le 18 il faut le plus possible s'en approcher à chaque année. C'est ça qui est le plus avantageux. Les gens devraient essayer de donner au moins 10 de leur salaire en REER, de mettre 10 La plupart ne mettent pas tous 10 mais c'est au moins 10 Pour ceux qui ont un très bon salaire, c'est facile de mettre peut-être le 18 en question. Oui, c'est ça. Mais pour quelqu'un, exemple, qui gagne 50 000 par année, il ne mettra pas nécessairement son 18 par année. C'est ça que j'allais dire. Il y a d'autres dépenses à faire. De la misère, là. Exact. Puis comme tu disais tantôt, s'il y a des enfants, on va en mettre dans les régimes d'épargne-études pour l'école future. Hein? Effectivement. Puis de toute façon, quand on a des enfants, c'est toujours eux autres qui ont tout. C'est ça. C'est ça. Donc là, c'est sûr que, comme je le disais tout à l'heure, on est dans le temps des REER. Oui. Mais moi, je vais vous poser la question parce que moi, mon mari me dit toujours tel montant de ta paie à chaque semaine, il faut que ce soit dans ton REER, il faut que ça s'en aille directement là, puis il s'occupe de ça à la fin de l'année. Mais y a-t-il un meilleur moment pour cotiser? Est-ce qu'il y a une façon idéale de le faire pour s'assurer qu'on a un montant X à chaque année, qu'on s'approche le plus possible? La façon la plus simple, c'est sûr, c'est de cotiser, comme tu dis, par versement. Pourquoi? Ça va faire un montant moins élevé à chaque semaine ou à chaque mois qu'on met que d'arriver en fin d'année, comme là actuellement, de janvier à février, on cotise, mais souvent les gens cotisent pour l'année d'avant. Pour 2015, exemple. Par contre, ils n'ont pas fait rapporter leur argent pendant toute l'année 2015. Fait que l'idéal serait que lorsque je prends mon REER, j'ai mon retour d'impôt, j'applique tout de suite en 2016 ma cotisation dès le mois, exemple, de mars ou avril. Tout dépendamment quand j'ai fait mes impôts, là, quand j'ai le retour. Donc, j'applique tout de suite le montant dans mon REER. Ça serait l'idéal. Mais ce n'est pas toujours évident. Fait qu'en le faisant par versement, là, je viens de minimiser en réalité mon impact de mon portefeuille, de dire que je sors un 2 000, un 3 000 ou un 5 000 ou un 10 000, parce que je le fais par versement. Oui. Donc, c'est plus facile. Et là, à ce moment-là, c'est versé directement dans le REER, donc ça commence à rapporter tout de suite. Exactement. Puis je sauve de l'impôt déjà sur ce montant-là. Bien, c'est sûr que je vais sauver l'impôt lorsque je vais faire mon rapport d'impôt seulement. OK. Mais je vais l'avoir cumulé toute l'année, puis m'empêcher de mettre un gros montant d'un coup. Oui, puis il y a quand même des petits... ça rapporte quand même un petit peu. Là, bien, tout dépendamment du placement qu'on choisit. C'est mieux que ça rapporte un petit peu que ça soit dépensé. Hein? Exactement. Mais j'ai déjà entendu parler, par contre, des gens qui empruntent
Oui. qui font des emprunts pour payer leur REER. Donc, Oui. qui payent des intérêts pendant une année. Tout dépendamment. La façon la plus simple est de dire, moi, je vais emprunter, puis ça, vous vérifiez avec votre conseiller, votre conseillère, votre planificateur, peu importe. L'idéal, c'est d'emprunter le montant que je sais qu'il va m'en revenir pour pouvoir payer tout de suite ma dette. Fait que je vais l'emprunter pendant un court laps de temps. Qu'est-ce que vous voulez dire? Là, le montant Je te donne l'exemple. va... J'ai 10 000 à cotiser dans mon REER. Oui. OK? Mais, exemple, il me manque 5 000, j'ai 5 000 à mettre de côté. OK. Donc, là, je vais cotiser mon 10 000. Mais avec mon imposition, si, exemple, je suis imposé à 38 il va me revenir sur mon 10 000, 3 800 $. OK. OK, grosso modo. Mon 3 800, bien, je vais l'appliquer tout de suite sur mon 5 000 d'emprunt. D'accord. Fait que donc, il va me rester un 1 200 à payer, qui, là, va être beaucoup plus facile à rembourser rapidement. Parce que le but, c'est pas d'emprunter mon REER puis de le devoir pendant 5 ans. Exactement. Parce que sinon, dans les 4 prochaines années, probablement, je ne serai pas capable de prendre le REER ou je vais avoir de la difficulté. OK. Donc, ces calculs-là, ça, vous les faites avec nous? Là, vous avez des bonnes calculatrices? Oui, hein? bien, en réalité, on vérifie avec les gens par rapport aux revenus, premièrement, qu'est-ce Ouais. que je vais avoir comme approximatif de retour d'impôt, OK. pour ensuite dire bien, quel serait l'avantage de faire un prêt de telle ou de telle valeur et que ça soit le plus facile possible à rembourser. C'est, dans le fond, si on n'a pas de sous à mettre dans un REER, des fois, c'est mieux de faire un petit emprunt pour être capable d'en avoir, cotiser. puis de récupérer un petit peu d'impôts pour Exact. être sûr d'en avoir. Ah, Exact. OK. Puis par la suite, bien, on instaure justement un prélèvement automatique pour que le REER se fasse à tous les mois ou à toutes les semaines. Bon. Ça va. On va essayer de ne pas en arriver là, mais c'est une possibilité Oui. pour peut-être pour commencer à prendre une habitude. Pour commencer, ou pour des gens, des fois, qui vont avoir un revenu beaucoup plus élevé dans une année et qui n'ont pas pensé de mettre de sous de côté. Oui. Donc là, des fois, on va faire un emprunt en disant, bon, OK, on va aller chercher un retour d'impôt substantiel pour venir repayer cet emprunt-là. OK. Je vais digresser un petit peu. J'aimerais ça qu'on parle du RAP. Le RAP, oui. Oui, parce que il faut rembourser les impôts. OK. Donc, première des choses, oui. on va expliquer aux gens que le RAP, c'est quoi? C'est le régime d'accession à la propriété. Oui. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un jeune couple décide de s'acheter une maison, il pourrait rapper chacun 25 000 dans le REER. Ça veut dire quoi? Soit qu'ils vont emprunter, ils vont mettre de l'argent dans leur REER pendant 3 mois, le temps qu'ils passent chez le notaire et ainsi de suite. Ils vont avoir un retour d'impôt. Le retour d'impôt va leur donner un montant substantiel pour aller payer des dépenses au niveau de la maison. Et à ce moment-là, ils vont rembourser avec le 25 000 de REER qui vont sortir, parce qu'on sort le REER de 25 000, et ils vont rembourser l'emprunt en question, OK? Plus les intérêts. Par contre, ils vont avoir un retour d'impôt immédiat. OK. Et ça pourrait leur donner, exemple, un montant à mettre sur la valeur de la maison à acheter. Ça, c'est si on n'a pas d'argent. Si on a déjà chacun notre 25 000 de REER, oui. Ça veut dire que là, on s'emprunte sur le REER un 25 000 chacun et on a une mise de fonds de 50 000 sur la maison. Donc, mais ça, c'est le RAP. Quand on a des REER puis qu'on emprunte sur notre REER, Là, il faut le rembourser. Exactement. Avec intérêt. Non, pas avec intérêt. Bon. On a 15 ans pour rembourser le RAP. OK. OK? Les 2 premières années, en réalité, c'est donc l'année en cours 2016 et l'année 2017, je ne suis pas obligé de rembourser. Par contre, les 15 autres années suivantes, là, il faut que je rembourse mon montant de 25 000, mais divisé par 15. Donc, ce qui ferait à peu près peut-être 1 666 par année, là, donc, grosso modo. on s'emprunte à nous-mêmes puis on se rembourse à nous-mêmes Par via contre, notre REER. Oui, si on n'est pas capable de le rembourser. Ah. OK? Parce que ça peut arriver. Mm-hmm. Le 1 600 quelques dollars, en réalité, va être ajouté à mon revenu de cette année-là. Ah, OK. OK? Donc, quelqu'un qui ne pourrait pas le faire, c'est sûr qu'il se pénalise pour la retraite. Oui, OK? effectivement. Mais quelqu'un qui ne pourrait pas le faire additionnerait, autrement dit, s'il a gagné 25 000 dans son année, il va additionner un 1 666 de plus, qui est le remboursement de son RAP qu'il n'est pas capable de faire au gouvernement, qui va additionner. Donc, le gouvernement va aller rechercher l'imposition qu'il avait donnée au départ de cette façon-là. OK. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut faire avec les REER qui sont quand même intéressantes. Là, quand on dit que notre REER peut nous permettre d'avoir une première maison, oui. Puis même quelqu'un pourrait s'en servir aussi pour le régime d'invalidité, parce qu'au lieu de retourner, on peut s'en servir pour les études aussi, du REER. Donc, c'est des possibilités qu'on peut aller chercher du REER. Là, je vais vous poser une question parce que c'est Mario qui m'a demandé de vous poser cette question-là. Oui. Puis ensuite, je poursuivrai avec mes questions.
Je vais vous la lire, là. Est-ce qu'une personne qui prévoit qu'à la retraite, elle recevra le supplément une personne va recevoir le supplément de revenu fédéral, quand elle va retirer un placement de REER, est-ce qu'elle va se voir couper de son supplément du revenu? OK. Première des choses, le supplément de revenu garanti, qui est la suite, si on veut, de la pension de sécurité de vieillesse, est obtenu lorsque j'ai peu de revenus. Okay. Donc, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de rigidité rente, oui. à ce moment-là, ou peu de rigidité rente, va avoir du supplément. Tout dépend si c'est une personne seule ou un couple. OK? Donc, si je retire du REER, oui, je pourrais être pénalisé parce que lorsque j'ai 1 de revenu, je perds 50 cents de supplément. Okay? Oh. Grosso modo. Oui, OK. Donc, si je retire 2000 de mon REER, je vais avoir 1000 de moins de supplément. C'est ce qu'il faut retenir par rapport à ça. L'idéal, c'est de faire le calcul avant de commencer à retirer le REER pour voir quel est l'avantage par rapport au supplément. Mais le supplément commence à 65 ans. Oui. C'est pour ça que souvent, on va dire que quelqu'un qui prend sa retraite à 60, c'est mieux de retirer un peu de REER avant le 65 ans en question. OK. Pour essayer d'avoir son supplément au maximum. Au maximum. Donc, c'est vraiment en voyant, tu sais, parce que ce serait quel meilleur placement pour cette personne-là? Ce serait vraiment d'essayer de retirer un petit peu de REER avant 65 ans. Exactement. Bon, OK. Puis bien sûr, quand on parle de REER, c'est toujours des placements qui sont sûrs. Est-ce que c'est toujours des placements garantis? Est-ce que ça peut être très risqué? Est-ce que... OK. Il y a plusieurs placements qu'on peut faire dans le REER, comme il y a plusieurs placements dans le régime d'épargne études, comme il y a plusieurs placements dans le CELI. C'est un choix que les gens vont faire selon le degré de tolérance qu'ils vont avoir chacun individuellement. Okay? Je vous donne l'exemple. Si je place dans un dépôt à terme, un CPG, je suis dans du garanti. Par contre, je vais avoir de l'autre côté aussi le taux qui va aller avec. Actuellement, comme les taux sont bas, c'est plus difficile. Si par contre, je vais au niveau des fonds mutuels, fonds de placement, bien là, je vais être variable selon ce que la bourse ou les compagnies vont faire comme fluctuation. Il n'est pas garanti, mais je risque peut-être de faire beaucoup plus de rendement que mon dépôt à terme conventionnel. On a des placements qui s'appellent liés au marché, dans lequel c'est un dépôt à terme, mais je vais avoir des compagnies sur lesquelles je mise pour faire mon rendement. Fait que ce qui n'est pas garanti, c'est le rendement que je vais faire, mais pas le capital. Lui, il l'est. Donc, c'est une autre méthode de faire. Puis après ça, on tombe dans les actions, les options. Là, c'est des choses qui sont vraiment plus volatiles. Ça va varier beaucoup Mais plus. comme vous avez dit tout à l'heure, dans le fond, à la base, c'est vraiment d'économiser sur l'impôt. Oui. C'est ça la base. Donc, je veux dire, quand même que quelqu'un prendrait des placements très, très sûrs, il y a quand même un avantage. Il y a déjà un avantage, puis ça va selon ce que la personne est capable d'accepter comme tolérance. D'accord. Bon. Exactement. Là, comme on l'a dit tout à l'heure, les sommes qu'on accumule dans notre REER, tant qu'elles restent dans notre REER, elles ne sont pas imposables. Et lorsqu'on sort les sous du REER, c'est imposable, mais vu qu'on n'a pas peut-être un salaire moindre, on en retire moins que notre salaire, on est moins imposé. Exact. Bon. Si c'est juste un simple retour d'impôt là, dans le temps, là, y a-tu d'autres... Bon, c'est pourquoi qu'on irait plus vers un REER? Parce que, tu sais, il y a comme les CELI aussi, là, qui peuvent être... Bien, le CELI, la différence avec le REER. Le REER, je place mes sous dedans, je suis à l'abri de l'impôt, puis ce que je cumule est à l'abri de l'impôt tant que j'en sors pas. Le CELI, je place des sous dedans, mais il n'est pas déductible d'impôt, ça ne me donne pas de retour d'impôt. Okay. Je place mes sous dedans. Les intérêts que je vais faire à l'intérieur de mon CELI ne sont pas imposables. Quand je vais le retirer, ni le capital, ni les intérêts, ou les dividendes ou les gains de capital vont être imposables non plus au niveau du CELI. Un CELI, en réalité, va servir beaucoup plus pour des projets à court terme. Je vous donne l'exemple. Je m'achète une maison, je m'achète un auto, je m'achète un chalet dans le futur. Je veux prévoir des sous. Là, je vais le mettre dans un CELI. Parce que ce que je vais accumuler dedans va me permettre d'être à l'abri de l'impôt au niveau des intérêts. Oui. Mais quand je vais vouloir le sortir, je vais pouvoir tout sortir. Et à ce moment-là, ne pas avoir à payer d'impôt non plus. Puis là, j'imagine qu'un CELI, on peut l'investir dans des domaines un peu plus à risque pour essayer d'avoir plus d'intérêt. Parce que ça ne vaut pas vraiment la peine d'investir dans un CELI si on sait que ça ne nous rapportera pas vraiment. Bien, c'est sûr et certain qu'il y a des gens qui vont investir dans un CELI très sécuritaire parce qu'ils ne sont pas capables de vivre avec le risque. Mais il y a toujours à savoir, c'est quoi le risque pour moi? Pour moi, mon risque, est-ce que c'est de perdre mon capital? Est-ce que c'est faire peu d'intérêt? Parce que pour quelqu'un qui place aujourd'hui, exemple, à un taux de 1,5, bien, il ne risque rien. Mais quand on passe l'inflation sur son placement, disons que c'est un placement conventionnel, avec l'impôt qu'il va avoir à payer, il ne reste pas grand-chose non plus. Fait que souvent, on va dire, bien, vous pouvez tenter d'essayer de faire plus au niveau de votre CELI parce que, justement, il n'y aura pas d'impôt à payer. Par contre, si jamais j'ai une perte dans mon CELI,
je ne peux pas non plus la déduire sur mon impôt. Donc, ça va avec aussi. Je ne mets pas le gain de capital sur mon impôt, mais je ne mettrai pas la perte non plus. Bon, écoutez, je vous pose une petite dernière question, là, avant qu'on doive se quitter. Il reste 1 minute. Oui. C'est quoi un REER conjoint cotisant? Le REER conjoint cotisant, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, dans lequel ton conjoint, lui, va avoir la déduction, mais il a prévu qu'à la retraite, lui, exemple, il y a un gros fonds de pension. Oui. Puis lui, il dit, bien, moi, je vais avoir 30 000 par année qui va me sortir de mon fonds de pension. Donc, j'aimerais ça que ma conjointe, qui, elle, n'a pas de fonds de pension, puisse avoir des REER de son côté, mais elle ne peut pas la cotiser comme elle veut. OK. Donc, lui, il va cotiser à ton nom. Au bout de 3-31 décembre, ça va devenir ton REER à toi s'il n'y a pas d'autre cotisation qui est faite. Et toi, quand tu vas le sortir, c'est toi qui vas être imposé et non pas lui. Donc, ça permet de fractionner le revenu à la retraite. Ah. Ce qui veut dire que si toi, exemple, on disait tout à l'heure qu'à 11 000 je ne paye pas d'impôt, tu pourrais sortir 11 000 à chaque année dans ta retraite et jamais payer d'impôt sur ce montant-là. Et ton conjoint, lui, avec ce 11 000-là qu'il aurait mis, exemple, lui, il aurait eu une déduction de, exemple, 50 si son impôt était de 50 gros revenu de fonds de pension. Donc là, l'avantage, c'est de dire, à la retraite, ma conjointe ne paiera pas d'impôt, puis moi, j'en sauve beaucoup quand j'en mets à son nom. Bon. Mais ce qui est important, c'est le fractionnement de revenus. À la retraite, il faut avoir un revenu à peu près égal pour qu'on ne paye pas trop d'impôts versus quelqu'un qui aurait juste 40 000 à lui. Bien, écoutez, M. Ghislain, j'aurais 1 million de questions encore à vous poser. C'est tout le temps qui nous reste, mais il faudrait quasiment se rencontrer. Il n'y a pas de problème. On s'en va à la Caisse populaire. Ça va me faire plaisir à ce moment-là. Si jamais il y a quelque chose, vous avez juste à me le demander. Merci beaucoup. Et à tous nos téléspectateurs, bien, on vous dit que vous avez jusqu'au 29 février pour cotiser à vos REER. Et on se revoit la semaine prochaine.